Aurida, on va démarrer dans 1 minute. Il y a, il y a pas mal de monde en ligne. On est dans les temps. Donc, quelques rappels. Donc, on va avoir un exposé. Ensuite, on aura le temps pour répondre aux questions. Et puis, on s'assure que tout soit fini pour pouvoir reprendre les activités normales pour un peu avant 14 heures. L'autre élément, bien entendu, ces sessions ont lieu pendant la pause repas, ce qui permet de combiner des choses. Et donc, certains d'entre vous peuvent manger tout en participant. Ça ne pose pas de problème. Voilà, pensez à bien garder vos micros tant que vous ne parlez pas. Par contre, pensez à réallumer vos micros pour poser les questions et échanger avec les intervenants. N'oubliez pas, vous avez tous reçu, donc je vous encourage pour être tenu régulièrement informé. Vous pouvez vous auto-enregistrer sur la lettre de diffusion du RIDA, ou sinon, si vous ne voulez pas être enregistré parce que vous recevez trop de mails, vous pouvez juste aller régulièrement sur le site du RIDA. D'ailleurs, il suffit de taper dans Google RIDA et il retrouve, vous tapez RIDA Bordeaux et il va retrouver, ou RIDA Sampsi, et il va retrouver le site avec l'information. Et comme pour les autres RIDA, dans les heures ou les jours qui suivent, la présentation est en ligne et on peut les revoir sans limitation. Donc, aujourd'hui, on a une intervention d'un travail de recherche qui a été fait à l'équipe addiction de Sampsi qui a été mené notamment par Sophie Athéna-Chaperon, qui à la fois a fait une formation de chercheur avec un master de neurosciences et qui est aussi médecin en fin d'études, puisqu'elle est interne en psychiatrie et elle fait le desk d'addictologie. Et la présentation est faite avec Lucie Fournet, qui, elle, est à la fois psychologue-chercheur dans l'équipe addiction de Sampsi et psychologue clinicien dans un CHRS. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Sophie Athéna. Merci beaucoup. Donc, en effet, on va vous présenter aujourd'hui avec Lucie. D'ailleurs, je m'excuse, j'ai repris mon diapo de Master 2. Donc je n'ai pas ajouté ton nom, Lucie, mais je présente le diapo et puis ensuite, on sera toutes les deux disponibles pour répondre aux questions à la fin. Donc voilà, c'est un travail qu'on a mené sur l'année 2020 qui concernait l'adaptation des critères des troubles d'usage de substances à l'alimentation. Donc, ça consistait en l'évaluation psychométrique par la théorie de réponse aux items, qui est une technique d'analyse psychométrique, des critères troubles d'usage de substances adaptés à l'alimentation. Donc, tout d'abord, l'addiction, c'est une pathologie chronique qui se caractérise par l'altération du contrôle de l'usage d'une substance ou d'un comportement source de gratification. Selon le modèle des aspects centraux et périphériques de l'addiction, on distingue les caractéristiques dites périphériques des addictions, qui sont propres à chaque objet d'addiction. Donc, il s'agit soit des causes, des facteurs préexistants, facteurs de risque ou des conséquences des troubles addictifs. Et puis, il y a les caractéristiques centrales qui sont, elles, communes à l'ensemble des phénomènes, à l'ensemble des addictions, qui sont les phénomènes de perte de contrôle, de rechute et de craving. Donc, le craving étant défini comme l'envie irrépressible de faire usage de l'objet d'addiction. Et ce craving-là est
ce symptôme-là, ce phénomène de craving est clairement identifié comme étant un facteur majeur de rechute dans l'addiction. Donc l'addiction à l'alimentation, c'est un concept qui a été largement développé au cours des 10 dernières années avec énormément de publications qui sont venues le nourrir. Et c'est un concept qui repose sur le fait que les substances, certains aliments dits hyper palatables, donc aliments riches en sucre, en gras, hautement transformés et hautement caloriques, présentent des caractéristiques communes avec les substances addictives. Donc, on a observé en fait que ce modèle de caractéristiques centrales et périphériques des addictions pouvait s'appliquer parfaitement à l'addiction à l'alimentation, avec de nouveau des caractéristiques périphériques, donc avec des causes, des facteurs préexistants, des facteurs de risque qui sont propres à l'addiction à l'alimentation, que cette addiction-là peut partager avec d'autres addictions également. Et des conséquences, donc une fois de plus, propres à l'usage excessif de l'alimentation. Donc bien sûr, l'obésité, les dyslipidémies, le diabète et l'ensemble de ces conséquences-là qui peuvent être à l'origine de répercussions fonctionnelles et d'un handicap important. Et en parallèle de ça, l'addiction à l'alimentation présente aussi les caractéristiques centrales des phénomènes d'addiction. Donc, avec un phénomène de perte de contrôle clairement identifié, un phénomène de rechute et le craving, dont les études ont mis en évidence sa présence dans l'addiction à l'alimentation. Donc, actuellement, il n'existe pas de critères diagnostiques DSM pour ce qui serait donc un trouble d'usage de l'alimentation. Ces critères sont actuellement discutés. Pourtant, il est clair que il est d'une importance, la pose diagnostique précoce, la pose du diagnostic d'addiction à l'alimentation précoce est d'une importance capitale au vu de sa prévalence qui est estimée à 5 à 10% selon une méta-analyse récente en population générale, et au vu des conséquences métaboliques graves qu'elle entraîne. Actuellement, on a un outil de diagnostic validé qui est la Yale Food Addiction Scale, qui est un auto-questionnaire basé sur les critères DSM de troubles d'usage de substances, mais qui ne s'y conforme pas strictement. Donc, on a choisi, nous, pour évaluer donc, le set de critères diagnostiques de troubles d'usage de l'alimentation, la théorie de réponse aux items, qui est une méthode d'analyse, qui est la méthode préférentielle pour l'évaluation de la dimensionnalité et de la validité des critères diagnostiques. Je vais expliquer un petit peu l'ensemble de ces termes-là. Donc, cette méthode-là, elle permet en fait... Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Je pense qu'il y a un micro qui est allumé. Bon. Donc, cette méthode-là, elle permet d'étudier le fonctionnement d'indicateurs observables, donc représentés sur la gauche ici, donc qui sont l'ensemble des critères représentés au milieu, dont la somme en fait, des critères présents nous donne un score. Donc ça, c'est des éléments observables et ils nous permettent d'avoir une indication sur une construction sous-jacente qui, elle, n'est pas observable directement. Donc, il s'agit du trouble qu'on étudie, qui s'appelle dans le jargon de cette méthode statistique le trait latent. Donc ici, représenté entouré en rouge. Cette méthode d'analyse, donc pour étudier le fonctionnement des critères, en gros, elle est réalisable uniquement si on a au préalable démontré l'unidimensionnalité des critères, des items, par une autre analyse qui s'appelle l'analyse factorielle confirmatoire, donc qui est une première analyse qu'on doit réaliser avant, qui sert en fait à démontrer l'unidimensionnalité, c'est-à-dire le fait que l'ensemble de ces critères, ils mesurent un trait latent, donc un trouble qui est unique, et pas plusieurs traits latents qui seraient mis ensemble.
Donc, notre objectif pour cette étude, c'était donc d'évaluer la validité psychométrique des critères DSM, troubles d'usage de substances adaptées à l'alimentation. Donc, validité psychométrique, globalement, c'est-à-dire le fait que ces critères mesurent bien ce qu'on attend d'eux qu'ils mesurent, donc le trouble d'usage à l'alimentation. Et nos hypothèses étaient donc d'une part que ces critères présentent une unidimensionnalité, donc ils mesurent un trait latent, un trouble unique, et qu'ils présentent une validité psychométrique, donc c'est-à-dire qu'ils ont un niveau élevé de discrimination, donc un niveau élevé de discrimination, donc de capacité à distinguer les sujets qui présentent différents niveaux du trouble, et qu'ils se répartissent régulièrement le long d'un continuum de sévérité, donc que le niveau de discrimination de ces critères est assez homogène. Pour ce faire, on a utilisé une population combinée, issue d'une part de la cohorte Edictaki pour sa part la plus importante. Donc, c'était des sujets qui présentaient au moins un diagnostic DSM-5 de trouble d'usage, et d'autre part de 74 patients issus de la cohorte de Haut-l'Évêque, donc patients du centre de ressources obésité, donc avec un IMC supérieur ou égal à 30. Donc, c'était des patients adultes qui ne présentaient pas de symptômes graves psychiatriques. Pour l'évaluation, on a utilisé d'une part l'ASI, qui nous a permis de récolter les caractéristiques sociodémographiques et anthropométriques de la population, et le MINI, qui nous a permis d'explorer donc systématiquement chez l'ensemble des sujets les critères diagnostiques d'addiction à l'alimentation, qui ont en fait été, qui sont les critères DSM-5 des troubles d'usage de substances qu'on a adaptés à l'alimentation. On a donc utilisé dans un premier temps l'analyse factorielle confirmatoire pour confirmer l'unidimensionnalité des 11 critères. Donc, on partait du postulat que ces 11 critères mesuraient un trait latent unique. Et ensuite, on a utilisé donc la théorie de réponse aux items qui nous a permis de mesurer deux paramètres, la difficulté et la discrimination. Donc ici, on a la représentation graphique de la théorie de réponse aux items qui permet de faire parler un petit peu plus les résultats. Donc, en fait, sur cette représentation graphique, chaque courbe chaque courbe est la courbe caractéristique de l'item. Donc, chaque courbe correspond à un critère. Et donc, c'est une fonction qui représente la probabilité de présenter ce critère pour chaque niveau de sévérité du trait latent, donc chaque niveau de sévérité du trouble. Donc, en abscisse, ici en bas, on a les niveaux de sévérité du trait latent. Et en ordonnée, on a la probabilité d'avoir ce critère. Donc, cette probabilité varie en fonction de la sévérité du trouble. Et donc, plus faible si le trouble est moins sévère, voire absente s'il n'y a pas de trouble, et de 100% si le trouble est très sévère. Et entre les deux, chaque critère a un comportement qui lui est propre. Donc, le premier paramètre qu'on mesure, c'est la difficulté. La difficulté, ça correspond au niveau de sévérité du trouble pour lequel il y a une probabilité de 50% au sein de l'échantillon de présenter le critère dont on parle. Et la deuxième caractéristique, le deuxième paramètre, c'est la discrimination. La discrimination qui, elle, correspond à la pente de la courbe de ce critère au point de difficulté du critère. Donc, la difficulté est inversement proportionnelle à la prévalence du critère au sein de l'échantillon. C'est-à-dire que pour les critères qui sont situés le plus vers la gauche du graphique, en fait, c'est donc des critères qui ont une difficulté qui est peu importante. Donc, schématiquement, c'est des critères qui sont très présents au sein de l'échantillon et qui sont présents pour des niveaux de sévérité du trouble plus bas. Et à l'inverse, les critères qui sont plutôt situés sur la droite du graphique, c'est des critères qui ont un niveau de difficulté important, donc des niveaux qu'on va moins retrouver au sein de l'échantillon et qu'on va retrouver seulement pour des niveaux de sévérité élevés du trouble.
Donc voici les résultats qu'on a retrouvés pour nos différentes analyses. Tout d'abord, les résultats descriptifs. Donc notre échantillon était composé d'individus d'un âge moyen de 41 ans, était composé à 56% d'hommes. L'IMC moyen de l'échantillon était de 27,3, avec bien entendu un IMC donc plus important au sein de la cohorte Haut-l'Évêque, avec un IMC de 40 en moyenne contre 25 en moyenne pour la cohorte Adik-Taki. On retrouvait une proportion, donc une prévalence d'addiction à l'alimentation au sein de l'ensemble de l'échantillon de 33,5%, avec bien sûr une prévalence plus faible au sein de la cohorte Adik-Taki de 28,8% et beaucoup plus élevée au sein de la cohorte issue de Haut-l'Évêque avec une prévalence d'addiction à l'alimentation de 60,8%. Donc tout d'abord les résultats de la dimensionnalité, donc de l'analyse factorielle confirmatoire. Donc j'ai pas mis l'ensemble des résultats puisqu'il y a aussi des indices, des indices avec des valeurs seuil pour confirmer l'unidimensionnalité. Ces indices-là avaient une valeur qui était optimale pour confirmer l'unidimensionnalité du set de critères. Je vous ai mis simplement les coefficients de saturation qui doivent être en fait supérieurs à 0,4 pour l'ensemble des critères pour confirmer l'unidimensionnalité. Donc là, on voit qu'ils sont en général bien plus élevés, donc ils ont des valeurs assez hautes, voilà, ce qui confirme franchement l'unidimensionnalité du set de critères. Avec deux tendances un petit peu qui se dégagent. Donc, au niveau du critère craving, qui a un coefficient de saturation particulièrement élevé, et au niveau du critère usage risqué, qui lui a le coefficient de saturation le plus faible, bien qu'il reste suffisant pour que l'unidimensionnalité du set de critères soit confirmée. Ici, on a les courbes caractéristiques des critères qui représentent les résultats de l'IRT. Donc, tout d'abord, on constate que ces courbes sont assez proches les unes des autres. Je ne vous ai pas mis les niveaux de discrimination, mais l'ensemble des niveaux de discrimination est assez élevé. Donc, tous les critères discriminent bien, certains plus que d'autres, on va le voir. Et les courbes sont assez proches les unes des autres. Donc, voilà, il y a une certaine homogénéité. Les courbes présentent bien un continuum sur la sévérité. Alors, il y a quelques tendances aussi qui se dégagent pour certains items. Tout d'abord, le critère quantité majorée, que j'ai représenté là avec une petite flèche, c'est la courbe en violet, dont la courbe est placée donc la plus à gauche, ce qui signifie que ce critère a un niveau de difficulté qui est particulièrement bas, donc de prévalence particulièrement fréquente au sein de l'échantillon. Ensuite, on a le critère craving, donc qui présente la deuxième difficulté la plus basse de l'échantillon, mais également, c'est peut-être pas évident au niveau visuel, mais on voit quand même que la courbe est très verticale. Donc effectivement, il présente aussi le niveau de discrimination le plus élevé du set de critères. Et enfin, à l'inverse, on a là sur la droite la courbe qui représente le critère usage risqué, qui est elle donc la plus à droite. Donc c'est le critère qui présente la difficulté la plus importante et en plus de ça, qui présente la pente la plus horizontale, la moins verticale, donc ce qui correspond au niveau de discrimination le plus faible. Voilà, on voit qu'ensuite, il y a un continuum entre les autres critères. Donc, nous avons vérifié nos hypothèses avec la confirmation de l'unidimensionnalité de l'ensemble des critères qui présentaient un ajustement optimal au modèle à un facteur. Et également, on a démontré la bonne validité psychométrique du set de critères avec, pour l'ensemble des critères, une discrimination élevée et la répartition le long d'un continuum de sévérité. Donc, comme je vous l'ai dit, on a démontré l'unidimensionnalité de l'ensemble des critères. Si on compare ces résultats-là avec la littérature existante,
on constate que c'est un résultat qui est cohérent avec les quelques études qui avaient fait une étude de la dimensionnalité de critères DSM adaptés une première fois au sucre puis à l'alimentation, donc une analyse superposable à la nôtre. Et ces résultats-là, ils ont aussi été retrouvés pour les troubles d'usage de substances. Également, on retrouvait un meilleur ajustement au modèle à un facteur que les critères de la Yale Food Addiction Scale dont je vous ai parlé au début, qui en général, enfin, dont les études confirment en général une unidimensionnalité, mais avec un ajustement qui est généralement non optimal. Donc, si on regarde plus particulièrement les critères voilà, qui présentaient un petit peu des particularités, d'une part, on a le critère craving, donc qui présentait le plus haut coefficient de saturation, ce qui est cohérent avec les résultats des études sur la Yale Food Addiction Scale et également sur les études qui portaient sur les troubles d'usage de substances. Donc, l'ensemble de ces résultats-là suggère que ce critère présente une relation robuste avec le trait latent, donc avec le trouble d'usage. C'est vrai pour les troubles d'usage de substances et il semble que ce soit vrai aussi pour le trouble d'usage de l'alimentation. Également, ce critère présentait la meilleure discrimination et la deuxième plus faible difficulté, ce qu'on retrouvait aussi dans les études qui avaient été menées sur des critères adaptés à l'addiction à l'alimentation et aussi sur les critères des troubles d'usage de substances. Donc l'ensemble de ces résultats-là confirme son caractère central et commun aux différentes addictions, troubles d'usage de substances d'une part et troubles d'usage de l'alimentation d'autre part. Donc je n'ai pas parlé dans mon diapo du critère usage risqué, mais c'est vrai que ce critère présentait aussi des caractéristiques notables dans l'autre sens cette fois. C'est-à-dire que lui présentait une discrimination la plus faible et également une difficulté élevée. Euh, donc, c'est-à-dire que d'une part, on retrouve rarement ce critère et d'autre part, il est assez peu performant pour distinguer les différents niveaux de sévérité du trouble. Donc, ces résultats-là interrogent un petit peu sur la pertinence de ce critère. Et c'est des résultats qui avaient déjà été mis en évidence pour les troubles d'usage de substances. Notre étude comportait des limites, bien entendu. Le premier étant, comme pour toutes les études qui utilisent des questionnaires, le biais d'autodéclaration. Toutefois, ce biais est limité par l'utilisation d'entretiens standardisés dont la fiabilité a été largement démontrée, donc l'ASI et le MINI. Et d'autre part, il a été démontré que ce biais avait un effet qui était finalement assez faible et que les résultats obtenus par des mesures d'autodéclaration étaient plutôt fiables. Ensuite, on a la nature de l'échantillon. Donc, il y a un échantillon recombiné issu d'une population clinique auto-sélectionnée de sujets qui, pour la majorité, présentaient un autre trouble addictif. Donc, on n'est pas dans un échantillon de population générale. Et on n'est pas non plus dans un échantillon de population clinique trouble d'usage de l'alimentation stricte. Donc voilà, cet élément-là pourrait questionner la reproductibilité de nos résultats. Mais en fait, l'IRT, l'analyse de théorie de réponse aux items, est une analyse statistique qui souffre peu de la nature de l'échantillon. Ces résultats, en fait, ils sont assez fiables d'un échantillon à l'autre et reproductibles. Donc, on est assez peu soumis à un biais en lien avec notre échantillon particulier. Donc, pour conclure, on a démontré la validité dimensionnelle et structurelle des critères DSM-5 du trouble d'usage de substances adaptées à l'alimentation. Donc ces résultats-là, ils viennent soutenir et se rajouter aux résultats déjà existants pour soutenir l'ajout d'un trouble d'usage de l'alimentation aux futures versions du DSM. Cet ajout-là serait bien entendu lourd d'implications cliniques et de santé publique,
dans le contexte actuel d'épidémie, si on peut dire, d'obésité. En ce qui concerne les perspectives de recherche, on pourrait s'interroger sur le comportement des critères en fonction du type d'aliment. Est-ce que tous les aliments hyperpalatables occasionnent des symptômes superposables et des fonctionnements des critères similaires? Et enfin, donc concernant les critères en eux-mêmes, donc nos résultats nous permettent de nous interroger sur la pertinence du critère usage risqué et démontrent une fois de plus la forte sélectivité du critère craving, ce qui va également dans le sens de son caractère central et commun aux addictions, aux substances d'une part, et puis à l'alimentation, comme on l'a démontré ici. Voilà. Ben, je vous remercie pour votre attention.